Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette, nouvelle vidéo 2. On va commencer par la Grande-Bretagne, avec ce nouveau Premier ministre. Alors évidemment, ça étonne, ça choque. Pourquoi? Tout simplement parce que, évidemment, physiologiquement, il ressemble bien à un Indien. Mais je rappelle quand même que l'Empire britannique compte une histoire liée et pas seulement que de quelques décennies. Et que par conséquent, il n'est pas rare aujourd'hui d'avoir en Grande-Bretagne, comme ailleurs, des personnes qui ont une morphologie indienne, mais qui sont britanniques. Britanniques parfois même sur plusieurs générations. C'est maintenant intégré dans la société britannique, c'est intégré dans le royaume, que désormais, il est tout à fait légitime pour un individu qui a des racines indiennes d'être britannique. Et que par conséquent, eh bien, il peut tout à fait aspirer à devenir une personnalité politique de premier ordre, voire même Premier ministre. Donc là-dessus, en effet, quand on est d'un point de vue évidemment britannique, pour ceux qui sont éclairés, pour ceux qui connaissent leur histoire, qui sont, je dirais, progressistes, mais dans le bon sens du terme, ça ne choque pas. En revanche, moi je vais vous dire quelque chose qui me choque. Ce qui me choque, c'est qu'en réalité, si Truss n'a fait que 44 jours, avec un certain nombre d'incompétences assez avérées, j'ai bien peur que ce monsieur croit qu'il va pouvoir redresser la situation dans une situation qui est irréversible. En l'occurrence, j'ai envie de penser que ce monsieur sert en réalité l'intérêt plutôt progressiste du multiculturalisme et finalement de l'intégration absolue et de l'avènement de cet individu représentatif de la diversité britannique au poste de Premier ministre. Mais j'ai envie de dire en France, alors certes, ce qui différencie, c'est la couleur de peau. Mais je rappelle Sarkozy. À l'origine, n'est pas français. Tout du moins, ce n'est pas un Français de souche. Je rappelle que nous avons dans le paysage politique français des gens qui ont même des doubles nationalités. Nadja Belkacem, par exemple, qui a une double nationalité. Et pourtant, on n'en a pas tenu rigueur. Là encore, finalement, ça rejoint ce que je disais depuis très longtemps dans mes vidéos. C'est que le problème, c'est que la priorité des priorités, c'est de juger la personne et pas son origine. C'est de constater le comportement, l'attitude, les propos, les directions, les convictions de ces personnes et pas ce à quoi elle appartient. Même si je veux bien admettre le doute que, suivant l'appartenance religieuse, ethnique, communautaire, il se peut en effet qu'il y ait parfois quelques échappées de préférences, mais en règle générale, on y revient très rapidement parce qu'on sait qu'on est en train de donner un aspect, une image de majorité en réalité des gens qui ne représentent qu'une minorité. D'où le terme d'ailleurs, la diversité de la représentation des minorités. Ce problème, c'est que on le voit aujourd'hui, on le voit plus particulièrement aux États-Unis, où depuis de nombreuses années, on a exposé de plus en plus les minorités, alors pour les présenter, pour les affirmer dans la société. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus à ce stade-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en proportionnalité de l'exposition, alors plus particulièrement médiatique, cinématographique, télévisuelle, on a l'impression que ces communautés, finalement, ont une part importante dans la société. Alors, ils ont une part importante dans l'aspect de l'évolution, des progrès sociaux, moraux, de mœurs. Mais en réalité, ils ne sont qu'une minorité dans la société. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, vous avez tout d'un coup un revers. Un revers de quoi? Un revers que,
quand on propose des produits culturels, mais que ces produits culturels sont beaucoup plus mis en avant sur de la diversité plutôt que sur une cible particulière, eh bien on rate le coche, ou tout du moins on ne fait pas les chiffres. On ne fait pas les chiffres qu'on espérait. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, 76% de la population est blanche. Et que si vous voulez faire un succès, eh bien vous devez toucher le plus grand nombre. Or, le plus grand nombre aux États-Unis, c'est pas les Afro-Américains, c'est pas les Hispaniques, même si les Hispaniques aujourd'hui ont largement dépassé la proportion des Noirs américains, c'est pas les Asiatiques, c'est bien les Blancs. C'est eux qui sont la plus grande représentation dans la population américaine. Donc forcément, quand vous faites des produits culturels, où vous mettez très en avant des Afro-Américains, des Asiatiques ou des Hispaniques, alors ça marche très très bien sur le marché communautaire, si je peux appeler ça ainsi, comme par exemple vous aviez depuis de nombreuses décennies dans le cinéma ce qu'on appelait la blaxploitation. C'est-à-dire que c'était des productions, certaines étaient même exploitées en salle, et même encore aujourd'hui aux États-Unis, vous avez certains films qui sont très clairement destinés à la population noire américaine, pour le public noir américain. Alors ça n'empêche pas, il n'y a pas d'exclusivité, hein. Vous avez des blancs qui vont voir ces films-là, hein, qui aiment bien aussi. Tout comme vous avez des noirs qui vont voir les films qu'avec des blancs, et ça ne leur dérange pas. Sauf que là, aujourd'hui, vous avez Netflix qui perd des abonnés. On a vu Mans qui disait que oui, c'est normal, puisque Netflix fait de plus en plus de programmes sur de la diversité, sur du LGBT, etc. Il est vrai que quand on regarde les produits de Netflix, beaucoup d'entre eux intègrent systématiquement de la diversité. Je dirais même, obligent à la diversité. Vous avez par exemple une série sur une école de démons ou de sorcières, etc. Il n'y a que ça dedans. Il n'y a que de la diversité et de la représentation des minorités. Donc au bout d'un moment, comment voulez-vous vous identifier à des personnages si ces personnages finalement ne font que la représentation de minorités auxquelles vous n'appartenez pas? Et que par conséquent, si vous faites partie des 76% de blancs et que si on estime qu'il y en a peut-être un quart ou un tiers qui sont LGBT dans le lot, ça reste quand même 2 tiers que vous ne pouvez pas toucher et que vous ne toucherez pas. Donc c'est vrai que la diversité, de toute façon, elle a toujours existé. Malheureusement, suivant certains systèmes, suivant certains régimes, ils ont subi, en effet, des discriminations, ils ont subi du racisme. Sauf qu'aujourd'hui, l'évolution a aidé que nous n'avons plus aucune aversion envers des gens parce qu'ils ressemblent ou parce qu'ils ont les traits de gens qui ne sont pas caucasiens, mais qui n'en sont pas plus, à juger en comparaison avec vous-même sur la légitimité et le mérite qu'ils ont d'être français, britanniques ou américains. Parce qu'ils sont le résultat, ils sont la conséquence d'une évolution même de la société, une évolution même de la civilisation. En revanche, il est vrai que cela fonctionne à partir du moment où ces gens intègrent, assimilent la culture, la civilisation, les principes, les valeurs de la société même dans laquelle ils vivent. C'est le cas de ce nouveau Premier ministre. Même si, encore une fois, je pense que malheureusement, il va servir de bouc émissaire au vu de la situation économique, au vu de la situation sociale désastreuse auquel la Grande-Bretagne aujourd'hui est confrontée. Est confrontée, malgré ce que certains disent, à cause du Brexit, ce qui n'a rien à voir, même si sur le plan économique, ça a peut-être en effet quelques conséquences, mais la Grande-Bretagne est assujettie au même problème que l'ensemble des pays occidentaux aujourd'hui, au vu du contexte à la fois économique, politique et géopolitique. Et donc j'ai plutôt l'impression qu'en fait on l'a placé là pour essayer d'éponger, pour essayer de faire ce que personne d'autre ne veut faire parce qu'ils savent que ça va être très impopulaire, et que par conséquent, quelque part, on se dit, tiens, le petit Indien, là, très ambitieux, on va l'envoyer au casse-pipe. Donc vous voyez,
Ne tombez pas dans le cliché du oui, mais c'est pas un vrai Britannique, c'est un Indien qui est issu de l'immigration, etc. Oui, mais je rappelle quand même que les Indiens, comparativement à d'autres, ont une certaine légitimité dans le sens où ils ont été des sujets de la couronne britannique. L'Inde a été pendant très longtemps une possession dans l'Empire britannique. C'est-à-dire que les Indiens ont quasiment une légitimité au même titre que les Australiens, les Nouveaux-Zélandais, les Sud-Africains, les Australiens, les Canadiens, pardon, d'avoir une présence, une reconnaissance dans la société britannique, et qui plus est peut-être à des hautes fonctions. Donc affaire à suivre sur ce nouveau Premier ministre britannique, parce que je pense que si certains se satisfont de voir enfin la diversité couronnée, il ne faudra pas non plus ignorer le fait que cette diversité, elle va servir de bouc émissaire. Petit retour aux États-Unis, dans quelques jours, il va y avoir le midterm, comme je vous l'avais déjà expliqué, et à l'heure actuelle, personne de bien sensé ne sait ce qui va se passer. On ne sait pas si les démocrates vont garder la majorité au Sénat. La force est de constater qu'en effet, il semble qu'ils aient déjà, je dirais, le sentiment que c'est plutôt mal barré pour eux, du fait d'une très grande assistance actuellement à communiquer énormément de publipostage, énormément de numéros, enfin d'appels téléphoniques pour motiver les troupes, etc. On a même Obama qui ressort là, qui a fait quelques vidéos pour essayer de pousser les jeunes, enfin la jeunesse américaine, à aller voter. Bon, évidemment la jeunesse qui a plus de 18 ans. Et du côté des républicains, là c'est pareil. On sent qu'ils sont peut-être dans une position un petit peu trop d'assurance de réussir à l'emporter. Non sans cacher quelque part, oui, mais rien n'est gagné. Je rappelle que le mi-terme, il va être déterminant. Il va être déterminant pourquoi ? Parce que les républicains, parmi ce qu'ils proposent, en dehors de Biden qui dit que vous verrez, si vous mettez les républicains, vous allez avoir une crise énorme. De toute façon, Biden aujourd'hui, vu dans l'état où il est, il n'a plus aucune crédibilité. Et que donc, par contre, les républicains, eux, jouent sur une carte non négligeable. C'est que si jamais ils reprennent le Sénat, désormais hors de question de continuer à signer des chèques en blanc à l'Ukraine. Et on se rend compte que Van der Leyen, qui a promis 1,5 milliard, j'avais dit 3 milliards dans une précédente vidéo, mais en fait c'est 1,5 milliard mensuel à l'Ukraine. Zelensky, qui lui, ça ne lui suffit pas, il demande 35 milliards par le biais de l'Allemagne. On sent qu'il n'est plus très confortable, Zelensky. Parce que la manœuvre qui actuellement essaie de nous faire croire que les Russes vont utiliser une bombe sale, c'est une sémantique pour une petite bombe nucléaire, que la Russie prétend qu'il n'aura qu'un projet dans ce sens, mais qu'en réalité il s'agit d'une préparation d'un false flag et que actuellement l'Ukraine aurait déjà les éléments et serait prêt à terminer leurs bombes qui vont faire péter pour ensuite accuser la Russie. On a Londres, Paris, Washington qui a communiqué en disant officiellement qu'elle ne croyait pas la version russe. Parce que oui, on ne peut pas négliger le fait que les Russes peut-être ont envie de faire péter quelque chose en faisant croire que c'est l'Ukraine qui va la faire péter et ensuite accuser la Russie, etc. C'est possible. C'est possible. Mais, quel intérêt ? L'intérêt de la Russie d'utiliser une bombe nucléaire de petite puissance, c'est de le faire sur un endroit stratégique, et pas de le faire sur une ville. Alors Kherson est actuellement la ville qui serait visée. Il y a une autre ville également, je crois, qui est visée. Mais quel intérêt ? D'autant plus que, rappelons quand même que circulent de plus en plus des vidéos
Parce que comme vous le savez, je vous avais dit, hein, bientôt il va y avoir un moment où il n'y aura plus assez de militaires ukrainiens pour utiliser le matériel qu'on est en train de leur envoyer. C'est la raison pour laquelle, apparemment, on va former des militaires pour être en Ukraine. J'ai envie de dire, est-ce que ces militaires qu'on va entraîner, est-ce qu'ils sont véritablement ukrainiens? On a des vidéos, comme je disais, qui circulent où on voit des militaires sur des théâtres d'opération en Ukraine, qui parlent pas mal de langues, mais pas le russe. C'est même qu'on entend très bien un accent très américain. Mais encore une fois de plus, je rappelle, cette situation est cette situation ubuesque, où on a accusé un temps les Russes, et d'ailleurs même encore certains prétendent que l'armée russe était déjà là en 2014, que la Russie a envoyé des conseillers, des techniciens pour aider les séparatistes du Donbass. Et qu'après, s'il y avait des soldats russes, mais tout simplement c'est des soldats russes qui n'agissent pas au nom de l'armée russe, mais qui agissent en leur nom, c'est-à-dire qu'ils s'enrôlent, qu'ils s'engagent dans l'armée séparatiste du Donbass. Tout comme en France, nous avons ce que l'on appelle la Légion étrangère. Alors c'est pas parce que dans la Légion étrangère vous avez peut-être des Russes que la Légion étrangère, on va l'accuser d'être infiltrée par les Russes. Sauf que cette sémantique qu'on utilise contre les Russes, on ne l'admet pas du côté ukrainien. Parce que dans ce cas-là, le fait de voir des gens parler très bien l'anglais, voire même avec des accents très connotés à certaines régions mondiales, est-ce que ça voudrait dire que les États-Unis sont entrés en guerre contre la Russie en étant aux côtés de l'armée ukrainienne? Mais non. Tant qu'officiellement il n'y a pas de déclaration de guerre, tant qu'officiellement il n'y a pas d'accord, de traité, de mission de l'ONU, ces soldats américains, ils sont là, mais ils sont là par volontariat. Subtilement aussi, peut-être payés par une société privée, qui elle-même est payée par une société privée, qui elle-même est payée par l'État. Pentagone, la Maison Blanche, la CIA. Mais bon, je rappelle que dans l'histoire, nous avons eu déjà ce genre de situation où évidemment chacun se renvoyait la balle en disant non, c'est pas vrai, puisque ce ne sont pas des gens qui officient au nom de la nation. Ce sont des gens qui agissent au nom d'une société que nous payons pour aider un belligérant. Un des exemples les plus flagrants, ça a été la guerre civile en Espagne. D'un côté, vous aviez des Allemands, des soldats allemands, du matériel allemand. Et d'ailleurs, la guerre civile en Espagne a pu tester les nouvelles technologies allemandes. Je pense au Messerschmitt, par exemple. Je pense au Panzer. Et de l'autre côté, en face, vous aviez des Américains, des Britanniques, des Français. Et c'est pas pour autant que chaque pays était officiellement engagé dans la guerre civile d'Espagne. Ce n'était que des soutiens, des aides. Le problème, si vous voulez, c'est que tant qu'il y aura toujours des conflits d'intérêts, plus particulièrement, on le sait, cette guerre en Ukraine, elle est née d'un conflit entre Washington et Moscou. C'est-à-dire que Washington défend les intérêts capitalistes, impérialistes, à vouloir intégrer la Russie selon un modèle, sauf qu'un jour est arrivé un certain Vladimir Poutine, qui a dit aux Occidentaux « Ok, vous voulez instaurer le nouvel ordre mondial? Moi je ne suis pas contre, je suis prêt à participer, mais par contre, je veux ma place légitime dans le jeu. » Sauf qu'il s'est fait cracher dessus par Washington. Donc à partir du moment où Washington lui a craché dessus, eh ben c'était fini. La partie pouvait commencer. Et on en a aujourd'hui le résultat. L'Ukraine fait partie de ces éléments de conflit entre la volonté d'un monde unipolaire contre ceux qui défendent l'idée multipolaire. La Chine a pris de la puissance, donc la Chine a choisi son camp, elle est dans le camp des multipolaires, ce qui évidemment grand dame de Washington et des Européens. J'ai envie de dire aujourd'hui la situation des Européens et des États-Unis
est peut-être due au fait qu'ils ont eu un manque de discernement à un moment donné, sur le fait que nous allions, à un moment ou à un autre, à l'affrontement indirect, pour essayer d'éviter l'affrontement direct. Sauf que le problème, c'est que cet affrontement indirect, qui pourrait mener à un affrontement direct, eh bien, n'était pas prévu aussi tôt dans le plan. Ce qui a accéléré la situation, c'est tout simplement la situation économique. C'est-à-dire cette crise systémique qui est sous-jacente aujourd'hui à tous les événements qui se sont produits ces dernières années. En priorité, évidemment, la pandémie, et aujourd'hui, cette guerre en Ukraine, disons cette guerre contre la Russie. Et donc, malheureusement, force est de constater que ce false flag qu'on nous annonce, est-ce qu'il va avoir lieu? Est-ce que c'est un coup de bourre, un coup médiatique, un coup pour faire peur, un coup pour essayer de motiver une action? Le seul problème, c'est que même si dans le cas de l'usage d'une bombe sale, peu importe si c'est un false flag organisé par l'Ukraine ou si ça a été envoyé par la Russie, qu'est-ce que nous allons bien pouvoir faire? Si ce n'est, à un moment donné, répondre. Mais répondre sous quels critères? Répondre sous quel statut? Actuellement, tous les pays se protègent des réveillés que nous soutenons l'Ukraine. Nous soutenons l'Ukraine face à l'agression russe. Là-dessus, la sémantique, il n'y a pas de problème. Là où est le problème, c'est qu'évidemment, l'Ukraine n'est pas un pays avec lequel il y a des alliances. L'Ukraine n'a aucune alliance avec qui que ce soit. Ni avec l'OTAN, ni avec la France, ni avec les États-Unis. Même si les États-Unis ont été un coopérant très très tôt pour ce pays, dès son indépendance. Évidemment, les États-Unis avaient déjà prévu que tôt ou tard, la Russie pourrait être un problème. Donc, autant prendre les devants et autant mettre la main sur les pays dont on va avoir besoin stratégiquement, géographiquement, militairement. Sauf que malheureusement, ça a un petit peu dératé. Ça a pris du temps. Il y a eu des complications. Complications surtout au fait que l'Ukraine est un de ces pays dans lequel il y a des infrastructures, disons-nous, mafieuses. Et que ces mafieux sont toujours plus gourmands. La preuve en est Zelensky, qui demande toujours plus. Pour des résultats, alors oui, en effet, l'armée ukrainienne a repris du terrain, a poussé l'armée russe dans ses retranchements, l'armée russe recule. Et encore une fois, je répète, l'armée ukrainienne bénéficie des informations, des données stratégiques de Washington. Le problème donc, c'est que si jamais cette bombe éclate, qu'est-ce qu'on fait? Quelle légitimité nous avons? La seule issue aujourd'hui, c'est l'ONU, c'est l'OTAN. Non, l'ONU, pardon. Parce que l'OTAN ne peut pas agir. L'OTAN ne peut agir que si l'ONU lui donne une prérogative pour agir. Mais aujourd'hui, au sein de l'ONU, c'est très frileux. C'est très tendu. C'est pour ça que je faisais cette comparaison avec la Société des Nations. C'est qu'aujourd'hui, l'ONU n'est plus capable, n'a plus les moyens de gérer la situation. Parce qu'elle est confrontée à trop de conflits d'intérêts. Parce qu'elle est confrontée à trop d'influence de certains pays qui, au bout d'un moment, lui fait perdre toute sa vertu, toute sa crédibilité, d'être une représentation globale des nations du monde. Et qu'elle est en train de devenir en réalité une officine des États-Unis d'Amérique, qui pousse, qui fait du lobbying, qui fait de la pression sur des pays pour leur dire « vous devez dire ceci ou cela, vous devez voter comme ci, comme ça ». Donc l'ONU n'a plus aucun intérêt. Et du fait qu'il y a ce manque de crédibilité, ce manque de légitimité aujourd'hui de l'ONU au vu de certaines nations et de leurs peuples, si les Nations Unies donnent une mission aux États-Unis de former une alliance pour aller aider les Ukrainiens, vous comprendrez que la Russie, elle dit ok, la
on a atteint le point de non-retour. Donc ils vont négocier avec la Chine. Ils vont dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, puisqu'apparemment l'Occident a décidé de déclarer la guerre, eh bien nous allons leur offrir la guerre. Donc nous allons ouvrir, nous, de notre côté, un deuxième front avec Taïwan. Bingo. Alors très honnêtement, j'ai envie de m'avancer en disant que cette bombe sale, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce que s'il y en a une, eh bien j'ai envie de vous dire, si vous habitez dans une grande ville, quittez-la tout de suite. Allez loin, à plus de 50, 60, 70 km des centres urbains. Parce que là, la menace qu'on avait eue pendant près de 70 ans, enfin, 40 ans pour être plus précis, mais qu'on savait qu'il y avait, à l'époque de la guerre froide, un certain sens encore de la diplomatie. Après, aujourd'hui, dans l'histoire, chacun tourne l'histoire à sa façon. Force est de constater qu'aujourd'hui, cette diplomatie, elle n'existe plus. Elle a cessé d'exister. Aujourd'hui, nous sommes dans des rapports de force. C'est celui qui va avoir la plus grosse. Alors, en général, à ce genre de jeu, ça ne se finit jamais bien. Et enfin, pour terminer, je vais revenir sur cette petite guéguerre idéologique auquel nous sommes en train d'assister en France sur le fait de vous dire « Vous n'avez pas le droit de faire justice vous-même. Laissez faire la police. Laissez faire la justice. » Oui, sauf que le problème, c'est que là, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'événements où tout d'un coup, vous avez des Français qui commencent à dire « Mais la police, je lui chie dessus, et puis la justice, je l'emmerde. » Et tout d'un coup, on voit apparaître dans les discours, plus particulièrement de Moretti, de Borne, de Attal, ce discours qui consiste à essayer de cacher sous le tapis le fait que beaucoup de Français commencent à reprendre conscience de certaines expressions telles que œil pour œil, dent pour dent, telles que la vengeance est un plat qui se mange froid, telles que la loi du talion. Parce qu'en effet, force du ridicule, c'est que quand on a construit une société, une justice, une police, fonctionnant sur un principe de société moderne, civilisée, éduquée, mais qu'avec le temps, on a refusé d'admettre que notre société possède également des gens qui ne sont ni civilisés, ni éduqués, et qu'au fil du temps, pour des raisons humanistes, pour des raisons de droits de l'homme, nous nous sommes émasculés nous-mêmes de certains outils qui, à leur époque, peut-être faisaient réfléchir, avaient un certain impact psychologique. Certaines personnes disaient « Oui, si je fais cette connerie-là, je risque ça, etc. » Force est de constater qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des gens qui n'en ont strictement rien à foutre. Donc à partir du moment où vous avez des gens qui n'en ont strictement rien à foutre, eh bien nous mettons en péril nos compatriotes. Nous légitimons une situation d'instabilité, d'insécurité dans nos sociétés modernes, qui plus particulièrement dans les milieux urbains. Donc, pas étonnant de voir M. Dupond-Moretti nous faire des points Godwin, pas étonnant d'entendre l'offuscation vis-à-vis de ce père qui a filé une grosse correction au type qui a violé ou agressé sa gamine de 6 ans dans sa chambre. T'as envie de dire à tous ces gens, t'as dit, mais attendez, si un jour vous êtes agressé, quelqu'un vous tient en joue avec un flingue, c'est quoi le processus? C'est quoi le protocole? Est-ce qu'il faut se faire tirer dessus pour ne pas être demain accusé d'avoir agressé, d'avoir filé des coups, voire peut-être d'avoir tué celui qui était sur le point de vous tuer? C'est ça, cette justice? Oui, mais en effet, est-ce que celui qui était sur le point de vous tuer voulait vraiment vous tuer? Est-ce que vous en savez? Vous ne vous êtes pas posé la question.
En revanche, vous l'avez tué. Donc si vous l'avez tué, vous devez en répondre devant la justice. Donc le fait d'avoir défendu que ce soit sa vie ou son honneur, aujourd'hui est un crime. Où est la justice? Il n'y en a pas. Il n'y en a plus. C'est-à-dire que la justice auquel vous êtes confronté, c'est une justice qui a été conçue, qui a développé, qui a été réformée sur le principe de donner en effet des droits à chacun, mais avec un côté humaniste qui en réalité planque le fait que des magistrats, que des juges, que des avocats, que des procureurs ne veulent pas prendre la responsabilité à un moment donné de donner le jugement adéquat à une situation parce que ne veulent pas assumer la responsabilité de mettre une personne en face de ses responsabilités. On se protège toujours derrière les textes de loi, sauf que les textes de loi, un jour il dit blanc, un jour il dit noir, un autre jour il dit gris. D'autant plus que la loi aussi parfois a cette originalité que par soit d'autres textes de loi, par des décrets ou par des jurisprudences, on y trouve le contraire de ce qu'une loi dicte. Parce qu'en effet, la jurisprudence a toujours cette loi de faire une exception. Sauf qu'à partir du moment où vous faites une exception, pourquoi cette exception était attribuée à une personne, elle ne pourrait pas l'être à une autre, dans un cas de figure similaire. J'ai envie de dire à la limite, si un jour il vous arrive un drame, si un proche est blessé, tué, et que vous réussissez à choper l'individu, à la limite l'individu, faites-le disparaître. Mais quand je dis disparaître, que personne ne puisse le retrouver. Parce que l'originalité avec la justice française, c'est que tant que l'individu n'est pas retrouvé, il ne peut pas y avoir de procès. Contrairement aux États-Unis. Ça, malheureusement, aux États-Unis, on peut faire un procès à quelqu'un même si on n'a même pas retrouvé la victime, ou le corps de la victime, ou les restes de la victime. C'est-à-dire que la justice américaine repose sur, malheureusement, parfois, la conviction. Ce qui n'est pas le cas dans la justice française. La justice française, elle se base essentiellement sur du factuel, sur du fait établi, qu'il soit réel, constaté, prouvé. Mais malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, quand on est confronté dans la société française à un ensauvagement, à une barbarie, fatalement la justice n'est plus du tout adaptée à ces individus. Et ça va être le problème avec l'affaire Lola. Parce que très clairement, la meurtrière va bénéficier de ces distorsions pour essayer de la faire passer mentalement irresponsable. La loi l'autorise. Vous avez parfaitement la liberté, le droit de le faire. Sauf que je ne suis pas certain que la famille, le jour où elle apprendra qu'il n'y aura pas de procès parce que la Dahlia B est déclarée irresponsable et va donc être traitée, soignée, aux frais du contribuable, dans un établissement psychiatrique. Là, je ne suis pas sûr qu'ils apprécieront le fait d'avoir été manipulés pour aller dire qu'il ne faut pas faire de la récupération politique. Ça aussi, je pense que si un jour nous devons faire tomber la Ve République et créer une nouvelle République, la justice va être aussi un travail énorme de réforme. Et enfin, pour terminer, véritablement cette fois-ci, on observe et on voit certains articles qui pourtant n'ont qu'un lien entre eux, mais qui pourtant abordent un sujet sur lequel je vais vous donner simplement cette phrase que je vous ai déjà donnée si vous suivez cette chaîne.
Mais je vais vous inviter à vous la mettre dans le crâne, parce que vous allez comprendre pourquoi. Vous avez entendu il y a quelques années le fait que vous voulez lancer un projet qui consisterait à ne plus permettre aux propriétaires d'être propriétaires du terrain sur lequel ils ont construit leur maison. Je rappelle que vous êtes propriétaire d'une surface et qu'arrivé à une certaine profondeur, ce terrain ne vous appartient plus, ça appartient à l'État. À l'époque, dans l'idée, on avait dit, mais ça veut dire que la personne qui a construit sa maison l'aura construit sur un terrain qu'il a acheté, et du coup, du jour au lendemain, on l'exproprie de son terrain, de la propriété du terrain. Et là, on a entendu dire, oui, mais évidemment, il y aura une compensation, c'est-à-dire qu'on fera une estimation du mètre carré, et les personnes percevront une somme pour compenser le fait de la perte de la propriété du terrain. Mais, du coup, vu que la maison sera construite sur un terrain qui appartient à l'État, eh bien, nous pourrons envisager de créer une forme de loyer. Ah, évidemment, ce projet n'a jamais abouti. C'était un projet, parce que justement, sur Internet, des gens se sont saisis de cette affaire et ont fait monter un petit peu la moutarde. Donc le projet a été rangé dans un tiroir. Mais attendez-vous peut-être à ce qu'un jour, ce projet ressorte. Pourquoi il ressortirait? Tout simplement parce que de plus en plus, on commence à voir s'installer un principe de location. C'est-à-dire qu'on entend des discours, mais pourquoi laisser les gens acheter quand on peut leur permettre de louer? Déjà, vous pouvez louer un appartement, une maison, vous pouvez louer une voiture, vous pouvez louer de l'électroménager, vous pouvez louer une télévision, vous pouvez louer un vélo. C'est du marché. On le sait que dans l'esprit de certains mondialistes, ils rêvent de créer un marché mondial où des grands empires financiers posséderaient un parc immobilier immense, mais qu'ils mettraient à disposition de la location. Car force est de constater qu'aujourd'hui, les jeunes générations n'ont pas les mêmes facilités que nous avons pu avoir nous-mêmes pour être propriétaires. Ou sinon, avec une instabilité aujourd'hui professionnelle, alors surtout en France, parce qu'aux États-Unis c'est différent, aux États-Unis vous pouvez faire des crédits, bon, si vous avez un boulot c'est mieux, mais si vous, voilà, il y a des assurances, si vous perdez votre boulot, etc. Machin, il y a tout un marché qui fonctionne. Alors qu'en France, je ne sais pas, mais un jeune qui gagne 2500 € net par mois, s'il veut acheter une maison, vous allez voir que les banques elles vont dire alors qu'il n'a pas de crédit. Et inversement, ce qui est assez amusant, c'est qu'aux États-Unis, par contre, même quand vous avez plus de sous, on va toujours trouver le moyen de vous faire des crédits. T'as pas les moyens de... Enfin, on surendette. Mais vous verrez, en France, ça viendra. Parce que l'objectif, c'est que les jeunes générations d'aujourd'hui, on veut en faire des endettés. Pourquoi? Parce qu'un endetté est serviable. Un endetté est un esclave. À partir du moment où vous avez un taux d'endettement suffisamment élevé, quelle est la priorité des priorités pour vous? C'est pas d'aller dans la rue manifester, c'est de gagner de l'argent pour payer vos crédits. Pour pas vous retrouver interdit bancaire. Pour pas vous retrouver à la rue. Vous êtes donc dans une phase de servitude. Vous êtes esclave de la société. Parce que vous n'êtes pas libre. Vous êtes libre de penser chez vous. Vous êtes libre de gueuler devant votre télévision. Vous êtes libre d'insulter Macron devant votre télévision. Mais pas en public.
Eh ouais. Et donc, le souci, c'est que il y a un moment donné où si on commence à voir sur le marché du travail des gens qui n'ont pas les moyens ou qui ne veulent pas s'aventurer ou prendre le risque de s'endetter à devenir propriétaire. Donc il va falloir compenser. Donc il va falloir trouver d'autres idées. Alors évidemment, si vous louez une voiture, vous allez avoir toujours des gens qui disent « Ouais, mais tu te rends compte que tu payes plus cher que si tu avais acheté ta voiture avec un crédit ?» Et là, la personne va te répondre « Oui, sauf que si j'achète une voiture avec un crédit, en effet, je paierai moins cher par mois que si je louais ma voiture. Sauf que le problème, c'est que la voiture que je vais acheter, à partir du moment où je sors du garage, j'ai déjà perdu de l'argent. Et puis au bout de 3-4 ans, vu l'obsolescence programmée, on va commencer à avoir des problèmes. Il va falloir réparer. Les réparations, ça commence à coûter cher. Donc au final, si tu achètes une voiture, si tu fais un bilan sur 10 ans, là par contre tu vas peut-être te rendre compte que tu as payé plus cher ta voiture en achetant ta voiture, en étant propriétaire de ta voiture, que si tu l'avais louée. Parce qu'à la limite, si tu loues ta voiture, un problème technique, le garagiste vient la récupérer, il t'en donne une autre. Pratique. Mais avec les technologies, si demain vous décidez d'aller à la manif pour tous ou à la manif des Gilets jaunes à Paris, donc vous allez prendre votre petite voiture, si vous ne prenez pas des cars, etc. Mais avec les technologies, le GPS, les systèmes GPS, les systèmes de traçabilité, vous savez, ça existe, hein, vous savez, vous avez des guignols qui font leur jogging en essayant de dessiner des bits sur un plan. Qu'est-ce que c'est d'autre si c'est du traçage? Donc avec le traçage, aujourd'hui avec l'évolution des technologies, des systèmes qui existent déjà d'ailleurs, l'État pourra très bien demander à toutes les sociétés de dire bah, voilà, il y a une manifestation, on ne veut pas qu'elle ait lieu, donc vous bloquez tous les véhicules qui se dirigent vers Paris. Et là, vous ne pouvez plus utiliser votre véhicule parce que votre véhicule est bloqué. Ils ont le droit, il n'est pas à vous le véhicule, vous le louez. Ouais. Pareil pour les maisons. Alors en effet, on ne va pas virer les gens qui sont déjà propriétaires, mais les futures générations, elles, on va tout faire pour les dissuader d'être propriétaires et les pousser vers le marché de la location. Et du fait qu'ils seront sur la location, si jamais un jour ils deviennent réfractaires, dissidents, protestants, manifestants, ou même si dans leur entreprise ils décident de faire grève, là tout d'un coup ils vont se rendre compte que l'étau va se refermer sur eux. Le contrôle. Et donc, j'ai commencé à vous parler de ça par rapport à quoi? Par rapport à cette phrase que je veux que vous rentriez dans votre tête. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Cette phrase, quand on l'a utilisée la première fois, donc c'est une phrase de Klaus Schwab, on a trouvé que cette phrase était peut-être un petit peu exagérée. Il y a force est de constater qu'aujourd'hui, avec certaines informations, certaines données que nous commençons à voir, à lire, à collecter, peut-être que cette phrase, aujourd'hui, elle prend tout son sens. Et qu'en effet, là, nous sommes en train de nous orienter vers une société à deux vitesses, où vous aurez des ultra-riches, des aisés, des complices, des exécutants, qui eux auront encore le bénéfice de certains droits de posséder, mais que la grande majorité du peuple, lui, verra son accès à la propriété de plus en plus difficile, voire lui être interdit. Lui être interdit, pourquoi? Parce que on veut le contrôle de ses émissions carbone. On veut pouvoir le punir, on veut pouvoir faire pression sur lui s'il dépasse son quota quotidien de carbone. Et on pourra même envisager le fait que pour acheter ne serait-ce que des fringues,
voire même de la nourriture, eh bien on pourra bloquer votre compte bancaire pour 24 heures parce que vous avez déjà trop consommé votre quota carbone. Vous voyez, tout est lié. Sur ce, je vous invite à méditer sur la question et on en reparlera certainement encore dans d'autres vidéos. Sur ce, portez-vous bien et surtout, soyez prudents.